Du bourgeois, l'auteur nous prévient en ces termes, je le cite: cher lecteur, qui que tu sois étant en italique, cher lecteur, qui que tu sois, il est bel et bon que tu veuilles en ces temps tirer des roquettes à grand effort, à grande haine sur le bourgeois, mais fais bien attention, ajuste bien ton tir, car tu es en même temps le tireur et la cible. Fin de citation. C'est Jacques Ellul tout craché. Jacques Ellul, né en 1912 et mort en 1994, est juriste, professeur à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de l'Université de Bordeaux de 1944 à sa retraite en 1980. Son œuvre pléthorique est consacrée à l'histoire des institutions, aux phénomènes techniques et aux mutations de la société technicienne, mais aussi à la propagande, au fonctionnement de la démocratie ou à la pensée de Marx et de ses successeurs. L'ouvrage qui sera exposé ici, Métamorphose du bourgeois, date de 1967. À la veille du mouvement de mai 68, il s'inscrit à contre-courant des tendances alors dominantes de type marxisant et il frappe par sa singularité. Jugez-en vous-même. Première partie de mon exposé, 4 portraits littéraires. Afin de montrer le caractère foncièrement protéiforme du bourgeois, Jacques Ellul commence son essai par une galerie de 4 portraits, par lesquels il peint des figures de bourgeois tels qu'ils apparaissent dans la littérature, de Stendhal à Léon Bloy, en passant par Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Gide et Sartre, ainsi que dans les caricatures de Daumier. On voit ainsi défiler 4 croquis. Le premier, c'est l'empereur, c'est-à-dire le capitaine d'industrie ou le conquérant révolutionnaire de 1793. Doté d'une énergie implacable et d'un caractère inflexible, il est habité par une seule idéologie, celle de l'innovation et de l'entreprise. Ceci explique que la quasi-totalité des artistes, des écrivains, des philosophes et des savants de 1750 à nos jours sont des bourgeois, à commencer par les contempteurs de la bourgeoisie. Le second portrait, c'est le grotesque, descendant du bourgeois gentilhomme de Molière, que l'on retrouve de Flaubert à Gide. Tout ce qui vient de lui fait rire. Il est le cocu, le berné, l'imbécile, on le brocarde parce qu'on le craint, mais le ridicule éclate à cause de la distance entre ce qu'il prétend et ce que nous le voyons être. Le troisième portrait, c'est le vautour, c'est-à-dire le féroce exploiteur, mais aussi le rentier, exécré, cet homme bedonnant, au cigare, aime tout ce qui rapporte et profite, car tout se chiffre et tout se paye. Il est le pauvre, car c'est sur lui que reposent toutes ses possibilités, et parce qu'il craint par-dessus tout de le devenir par la faillite. Enfin, le quatrième et dernier portrait, c'est le salaud. Notable infatué, flétri, que l'on retrouve dans le roman de Sartre, La Nausée, à travers la figure d'Antoine Roquentin. C'est un hypocrite qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, car il ne peut pas se supporter pour ce qu'il est. Ne pas se sentir de trop, tel est son combat opiniâtre. Lui qui se veut nécessaire et donc justifié à tout prix, loin de toute gratuité. Jacques Ellul pose alors la question: qui est le véritable bourgeois parmi ces 4 portraits si divers? En réalité, tous sont exacts, car le bourgeois est précisément l'homme de la contradiction intrinsèque. Et en cela, si la classe bourgeoise est en voie de disparition, le monde bourgeois est le nôtre, et cela partout, en Europe, en URSS et demain en Chine, dit-il en 1967, c'est le monde de l'homme protéiforme qui s'adapte à toute situation. Deuxième partie de mon propos, 2 critères philosophiques. Cette dissémination de l'esprit bourgeois dans l'ensemble de la société fait l'objet
des chapitres suivants, Jacques Ellul commence par examiner les caractères supposés du bourgeois, non plus dans la littérature, mais en philosophie et en sociologie, avant de les récuser. Les deux principaux critères classiques sont la propriété privée des moyens de production et un certain rapport à l'argent. Mais ces deux traits ne sont pas l'apanage de la bourgeoisie. Il convient donc de ne pas appliquer le terme de bourgeois à tout et à n'importe quoi. En réalité, si on a dépeint le bourgeois sous ces deux aspects, c'est pour s'en différencier, mais ce souci de différenciation à l'encontre du bourgeois est une constante spécifique de l'intellectuel bourgeois. Jacques Ellul oppose donc à ces deux présupposés deux caractéristiques attestées à ses yeux de l'être bourgeois qui n'existaient pas avant l'émergence de la bourgeoisie. Et c'est ces deux caractéristiques qui vont faire l'objet de toute la suite, la totalité de son essai. Une caractéristique idéologique, l'idéologie du bonheur, et une autre caractéristique ontologique, la capacité d'assimilation. Donc d'abord l'idéologie du bonheur. L'une des singularités de l'essai de Jacques Ellul consiste à faire du bonheur une valeur bourgeoise, qui se serait disséminée dans l'ensemble de la société. Nous sommes tellement habitués par l'idéologie du bonheur qu'il nous paraît évident que l'homme ait toujours recherché le bonheur. Or, le démonisme occupe une place marginale dans l'histoire de la philosophie. L'épicurisme, par exemple, on le sait, était un ascétisme, et il en va de même dans les religions. Par exemple, dans le christianisme non réinterprété par une grille de lecture bourgeoise, selon Jacques Ellul, la réconciliation avec Dieu, qui exprime notamment les béatitudes, ne vise pas à atteindre le bonheur. La béatitude, ce n'est pas le bonheur, c'est la réconciliation avec Dieu. Le bonheur en tant qu'image centrale motrice est donc une invention de la bourgeoisie du XVIIIe siècle. Les bourgeois inventent le bonheur et lui donnent immédiatement une forme juridique. Ce n'est pas un état fugace, une conquête ascétique, le fruit d'une grâce ou l'accomplissement d'une vertu, mais c'est un droit, et un droit pour chacun. Cette innovation conceptuelle constitue la plus grande mutation mentale que l'on puisse imaginer, puisque c'est le changement du sens et du but de la vie tout entière, en même temps que de la relation entre l'homme et la société. Le bonheur surgit comme valeur suprême au moment où la révolution industrielle permet d'assurer une vie matérielle meilleure, d'abord aux bourgeois, puis à tous. Le bonheur est donc lié au bien-être. Il en est la valeur idéologique, la forme, la gloire et la légitimation. L'idéologie du bonheur exige une croissance de consommation de bien-être en faisant éclore de nouveaux besoins. Mais plus la consommation augmente, plus l'idéologie du bonheur doit être puissante pour combler le vide de l'absurde du cycle engagé. Les facteurs de l'idéologie du bonheur sont le confort, la possession d'objets de prestige, l'économie des efforts, mais aussi la réduction des choix et l'absence de responsabilité. Une constellation d'idéologies sont subordonnées à celle du bonheur, notamment celle du primat du faire et celle du progrès. En ce qui concerne le primat du faire sur l'être et même sur l'avoir, qui découle du faire, toute la théorie de la praxis de Marx, ainsi que sa célèbre formule de la 11e thèse sur Feuerbach sur la nécessité de transformer le monde, est la mise en théorie de la pratique bourgeoise fondamentale. Quant à l'idéologie du progrès, elle consiste à se représenter l'histoire comme une marche en avant vers le bonheur. Le bourgeois a conscience d'inaugurer une nouvelle ère de l'humanité, marquée par le développement économique continu et le progrès moral qui lui est afférent. Sans le motif du bonheur, il n'est pas de progrès, et finalement pas même d'histoire. Deuxième caractéristique que Jacques Ellul propose de référer spécifiquement aux bourgeois, le pouvoir d'assimilation. La seconde caractéristique de l'être bourgeois est donc son pouvoir d'assimilation, de digestion, de récupération. Le bourgeois est le plus grand assimilateur de tous les êtres. La société bourgeoise est faite de pièces et de morceaux empruntés aux autres peuples, aux autres époques et aux autres civilisations. Elle est, je cite Jacques Ellul, un immense intestin qui digère sans cesse ce que le fer bourgeois enfourne dans son orifice. Fin de citation.
Assimiler signifie prendre, transformer et faire sien. Il y a du bon en toute chose, et le bourgeois a une capacité de récupération inégalée. Il reprend tout pour l'assumer et prétend donc tout transformer. Ne rien laisser perdre, tout gagner, tout garder, et du tout faire un ensemble complètement nouveau. Le premier exemple de l'assimilation, de récupération que donne Jacques Ellul est l'exemple du christianisme. Tout le christianisme est un anti-bourgeoisisme aux yeux de Jacques Ellul, et cependant le bourgeois se proclame chrétien parce qu'il a annexé le christianisme en faisant une religion, un spiritualisme et une morale, en l'expurgeant de tout scandale, on entend Kierkegaard, en l'expurgeant de tout scandale et en ramenant au niveau de l'homme ce qui était transcendant. Le christianisme est devenu pure consolation et chemin de bonheur. Le second exemple que donne Jacques Ellul, c'est la Révolution. Tous les mouvements contestataires sont devenus bourgeois et ont servi à la société bourgeoise, lui apportant même du sang frais pour lui éviter la sclérose. Ce qui devrait remettre la bourgeoisie en question est finalement assimilé par elle. Et dans les pays socialistes, la bourgeoisie a disparu en tant que classe, mais il lui a succédé une société complètement bourgeoise. Le troisième exemple que donne Jacques Ellul de récupération, c'est la scène intellectuelle et artistique. À partir du moment où les intellectuels et les artistes, traditionnellement anti-bourgeois, ont accepté d'entrer sur le terrain de la culture et de vivre grâce à une clientèle bourgeoise, ils étaient perdus. Ils se sont mis à créer pour vendre. Car la culture est le moyen bourgeois de désamorcer l'art et l'intelligence. Ainsi, le bourgeois est-il, je cite Jacques Ellul, comme une gélatine tiède qui peut prendre n'importe quelle forme, entrer dans n'importe quel moule. Fin de citation. Le propre de ce processus d'assimilation est que le bourgeois parvient à rendre insignifiant tout ce qu'il touche, afin de le rendre acceptable en l'utilisant dans un sens différent de son sens premier. Il a ainsi enlevé au christianisme et au socialisme leur intransigeance et leur teneur d'inconditionné. Le premier résultat de l'assimilation est la transformation de toute activité et de la vie même en un spectacle. La société bourgeoise est à proprement parler la société du spectacle, analysée par Guy Debord, quelques mois après l'apparition de Métamorphose du bourgeois, fin 67, la société du spectacle de Guy Debord. C'est vraiment, ils étaient très proches, très liés, Debord et Jacques Ellul, c'est vraiment la première fois qu'on voit l'expression société du spectacle, c'est chez Jacques Ellul. Les médias constituent évidemment une mise en scène spectaculaire. La scène politique aussi est transformée dans ce jeu illusoire d'apparence et de miroir, mais nous vivons aussi bien notre métier que notre vie de famille, notre pensée et nos engagements sur le mode du spectacle. C'est même la condition pour que l'insignifiance de la vie dans la société technicienne soit supportable. Partie suivante, j'ai intitulé « La substitution du technicien au bourgeois ». Après avoir exposé les attendus des deux principales caractéristiques de l'être bourgeois, donc l'idéologie du bonheur et la capacité d'assimilation, Jacques Ellul interroge l'héritage de la bourgeoisie aujourd'hui dans notre société technicienne. S'il n'y a plus de bourgeois aujourd'hui, si la bourgeoisie s'est dissoute, par qui les bourgeois ont-ils été remplacés? La réponse de l'auteur est cinglante. Ceux qui lui succèdent pour prendre le leadership de la société bourgeoise sont précisément ceux-là même qui s'étaient opposés à la bourgeoisie. Ce sont les techniciens. Le mot bourgeois n'est plus aujourd'hui qu'une insulte. En 67. Mais l'être bourgeois a été revêtu par les techniciens, auxquels les bourgeois ont inculqué leurs valeurs et leurs idées. Dans la société technicienne, l'homme contemporain, dans ses caractéristiques les plus profondes, est exactement le successeur du bourgeois. Comme lui, hanté par le bonheur, et doué d'un inextinguible pouvoir d'assimilation. Voici le legs bourgeois que nous accomplissons tous, parce que nous sommes tous des techniciens pour le coup. La rationalité, le développement de la technique, la productivité, la recherche du droit au bonheur et la capacité d'adaptation face aux mutations inouïes de nos modes de vie. Ainsi, la bourgeoisie a-t-elle réussi à inoculer à la société entière son idéal, au moment même où elle se dissolvait en tant que classe, et cessait donc d'être classe dominante. L'idéologie du bonheur a été un véhicule parfait pour transférer à tout homme de notre société le mode d'être bourgeois.
Modelé par le conditionnement techno-économique, l'homme occidental était apte à recevoir cette idéologie parfaitement adaptée à cette situation. L'archétype de la vie heureuse va se constituer comme infrastructure psychique de chacun et va déterminer nos comportements, nos choix et nos jugements. Il s'agit donc d'une contamination générale dont nous sommes tous, quelle que soit notre situation, à la fois bénéficiaires et victimes. Nous vivons dans un univers bourgeois et nous communions tous, ouvriers, employés, cadres et entrepreneurs, à la même conception de l'homme et de la vie, à l'idéal de vie bourgeois. Les conflits qui opposent les groupes sociaux n'ont plus pour enjeu que de savoir qui réalisera finalement le mieux cette idéologie, ces valeurs, ces modèles. Les ouvriers se sont embourgeoisés, et s'ils n'ont pas le même niveau de vie que les bourgeois, ils aspirent au confort et à la participation au monde technicien que les bourgeois ont institué. Il en va de même pour les ouvriers des pays socialistes et pour les peuples décolonisés. Tous ont adopté sans sourciller les règles du jeu qu'avait établi le bourgeois. Tous ne rêvent que d'une technicisation accrue, d'un accès aux commodités assurées par la technique, d'une quantification de ce qui était qualitatif, d'une adaptation toujours plus profonde et d'une justification toujours plus acérée. Tel est l'héritage du bourgeois, parfaitement assimilé par ses héritiers. La dernière partie, avant la conclusion, s'intitule « L'idéologie du néant ». Jacques Ellul termine son essai par une analyse critique radicale de l'héritage philosophique de la bourgeoisie au sein de la société technicienne. Ce qu'il qualifie d'idéologie du néant, il s'agit à ses yeux du parachèvement de l'idéal du spectacle, de l'apparence, que le bourgeois avait intronisé. Le nihilisme induit par l'emprise du phénomène technicien sur l'ensemble de la société, qui devient une société de moyens sans plus aucune finalité, se répercute sur la sphère intellectuelle. L'exemple termine par une conclusion critique. On peut aisément imaginer combien le discours de Jacques Ellul en 1967, à l'heure de la curée sur le bourgeois et la bourgeoisie, pouvait s'avérer inaudible. Et quelle a pu être la teneur d'hostilité, ou au mieux d'indifférence, de sa réception. Le caractère touffu de l'essai, son écriture peu soignée, et surtout très rapide, ce qui est un défaut récurrent chez Jacques Ellul, ses redondances, ses raccourcis que je vous ai épargnés, que je vous ai fait en économie, son style péremptoire, ça vous l'avez entendu, qui s'érige toujours en situation de surplomb, ont pu constituer autant de handicaps. Il n'empêche qu'il nous est encore possible de retenir quelques fulgurances suggestives dans son propos. L'invention bourgeoise du bonheur, la puissance de récupération et d'assimilation propre à l'être bourgeois, la substitution du technicien au bourgeois dans la société technicienne, l'idéologie du néant comme parachèvement de la mentalité bourgeoise, et enfin, le constat lucide et corrosif de notre commune participation à cet être bourgeois disséminé et métamorphosé. Jusque dans ses outrances, la plume acerbe de Jacques Ellul donne à penser et nous donne surtout l'occasion de nous penser nous-mêmes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup pour l'exposé. Moi, personnellement, je ne connais pas Jacques Ellul. Alors, j'aimerais bien savoir quel est finalement son objectif. Est-ce que, pour lui, comme vous l'avez dit, l'être bourgeois est tellement malléable qu'on n'arrivera jamais à sortir on n'arrivera jamais à en sortir, ou est-ce qu'il envisage une sortie finalement de l'être bourgeois? Est-ce qu'il cet être peut être dépassé, ou est-ce que finalement un jour il finira par se confronter à une situation à laquelle il ne peut pas s'adapter? Voilà. Est-ce que vous pouvez apporter des petits éclairages? Merci pour cette première question. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à ne pas connaître Jacques Ellul. Il n'est toujours pas dans le petit Robert des noms propres, édition 2020, c'est un scandale, mais bon, voilà, il est encore, bon, il est un peu reconnu aujourd'hui, mais
De son vivant, il était absolument inconnu. Malgré ses 70 livres, il a quand même été... On peut le comprendre aussi avec ce discours, hein, il était un peu ostracisé, il n'était pas vraiment dans l'air du temps. Et puis, 26 ans après sa mort, il est encore très peu connu. Pas le seul, loin de là. Alors son objectif, on ne le trouvera pas dans ce livre-là, hein, il y a toute une série d'ouvrages qui sont, la moitié à peu près de ces ouvrages sont des critiques sans perspective, sans alternative, des critiques acerbes de la société technicienne. Donc il aborde tout ce qui est, tous les aspects de la vie moderne, donc là c'est les classes sociales, mais il y en a sur l'image, sur les médias, sur la politique, sur le rapport, sur tous les aspects de la vie quotidienne. Et donc ce premier versant de son œuvre est assez anxiogène, je dirais, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Heureusement, il y a un deuxième versant, mais qui a une dimension, je dirais, théologique, hein, parce que Jacques Ellul était un chrétien qui ne cachait pas, ce qui explique peut-être aussi son ostracisme dont il a souffert. Hein. Il est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France, encore aujourd'hui, parce qu'aux États-Unis, il vaut mieux ne pas être marxiste et être chrétien, alors qu'en France, c'était l'inverse. Comme il n'était pas marxiste et qu'il confessait sa foi chrétienne, ça n'a pas aidé pour sa reconnaissance. Mais c'est dans ce deuxième versant théologique, alors qui aborde notamment ce qu'il appelle l'éthique de la liberté, qui voit une issue à toutes les impasses qu'il a décrites, et notamment à cette emprise de la mentalité bourgeoise, de la mentalité technicienne sur notre imaginaire et sur notre existence. C'est dans l'éthique de la liberté, alors donc un ouvrage s'intitule l'éthique de la liberté, mais il y a aussi une trentaine d'ouvrages, hein, 30 à peu près sur chaque versant. Donc dans l'éthique de la liberté, il montre que l'issue se trouve dans une profanation du nouveau sacré, le sacré technicien. Donc nous sommes tous des techniciens, mais si on arrive à profaner le sacré que nous idolâtrons, nous sommes tous des technolâtres, pas seulement des techniciens, c'est donc par un geste de profanation et de transgression que l'on peut accéder à une liberté, c'est-à-dire à prendre du champ, à prendre de la distance par rapport à l'emprise sur notre imaginaire de la mentalité bourgeoise et de la mentalité technicienne. Alors, dire en 3 phrases, 3000 pages, hein, c'est un peu difficile, mais en gros, c'est ça, c'est une éthique de la liberté, donc il estime que la liberté est possible, qu'il est possible de sortir de l'être bourgeois et de l'emprise, mais au prix d'une profanation, parce que nous sommes vraiment des dévots de cet idéal du bonheur et du bonheur bourgeois. Donc il s'agira d'un travail très exigeant de profanation de ce que nous adorons nous-mêmes. Ce serait donc un geste très risqué aussi, qui conduirait à s'exclure de toute la société, de cette société idolâtre. Alors s'exclure, non, il ne considérait pas qu'il fallait en sortir du monde. Lui-même resté, il a été professeur, il aurait pu aller choisir de vivre dans une caverne ou dans un ashram, voilà. Possible à l'époque, hein. Il a toujours refusé, il voulait être au cœur du monde technicien, donc professeur d'université, en proximité avec la jeunesse, qui était à l'époque révolutionnaire et qui donc ne pouvait pas entendre son discours, mais il voulait être vraiment au cœur des réalités, mais à contre-courant. Donc il s'agit d'être dedans, pleinement dedans, mais de diffuser un autre message qui puisse amener une subversion de l'intérieur. Merci. C'est vrai qu'il y a quelque chose avec cette invention du bonheur, on a l'impression aujourd'hui que c'est comme une nature, mais si avant c'était pas le cas, est-ce qu'il n'y a pas justement une porte de sortie par là, de se dire qu'effectivement c'est une invention bourgeoise, donc c'est que il n'y a pas quelque chose dans la nature de l'homme qui soit profondément lié à cette question du bonheur, si c'est une invention. C'est ça qui me perturbe énormément. C'est vrai que là, comme ça, s'imaginer une vie sans penser au bonheur, c'est extrêmement difficile. Mais que si effectivement cette question ne se posait pas et que c'est une invention bourgeoise, c'est que ça peut exister aussi.
Je ne sais pas si oui, mais je ne pense pas que Jacques Ellul serait d'accord avec vous. Je pense même si c'est une invention bourgeoise, néanmoins, elle correspond à notre pente naturelle. C'est-à-dire que la nature de l'homme, pour lui, les bourgeois ont touché ce qui était sensible dans la pente naturelle des hommes, et qu'au contraire, la liberté n'est pas du tout notre nature. C'est trop exigeant, c'est trop... Et donc, nous laissons facilement aller dans la pente vers le bonheur, le confort, le confort technique que nous apporte la société technicienne, et que ce à quoi il nous appelle, c'est contre nature. La liberté à laquelle il nous appelle, elle est contre nature. Alors, après, le mystère de savoir pourquoi est-ce que ça n'est apparu qu'au XVIIIe siècle, si c'est si naturel à l'homme, je ne sais pas, mais en tout cas, la bourgeoisie, quand elle l'a inventé, en fait, elle l'a réveillé de ce que l'homme a porté en lui, et qu'il n'avait jamais vraiment développé. Donc c'est le bonheur dans le sens de prospérité. Alors oui, prospérité, confort, déchargement de responsabilité, il insiste beaucoup sur ça. Le bonheur, c'est le fait de ne plus être responsable de rien. Et puis facilité matérielle, facilité de travail, soulagement à l'égard du travail trop fatigant, mais en même temps, le bonheur de la société technicienne, il est aussi une aliénation par le travail, mais ça on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est toutes les facilités qu'apporte la société technicienne. Est-ce que Jacques Ellul avait une position par rapport au mouvement luddite ou au mouvement qui s'oppose à la technique, compris de manière violente? Alors oui, d'abord, il était très proche, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, du mouvement situationniste, les situationnistes de Strasbourg. Il est venu les rencontrer dans les années 60, avant 63, je crois. Et puis très proche des mouvements anarchistes, mais pas forcément lui. C'est-à-dire qu'il a étudié, il a écrit l'histoire des institutions en 5 volumes, il a étudié sur le plan historique le rapport de l'homme à la technique et les mouvements révolutionnaires, y compris les mouvements de révolution contre la technique. Cependant, il considérait que, dans un livre consacré à la violence, il considère que la violence contre le système technicien est totalement contre-productive, puisque le système technicien ne demande que cela, de récupérer les mouvements de contestation violents. Donc la contestation pour lui devait passer par d'autres voies. Alors il faudra avoir du temps pour expliquer ce qu'il appelle la non-puissance, qui est plus que la non-violence, qui englobe la non-violence, mais qui n'est pas la violence, qui n'est pas que la non-violence, mais qui est la non-puissance. Donc à différence des luddistes, il était pas spécialement favorable à la casse des machines. Il incitait ses étudiants à boycotter les examens, plutôt qu'à casser l'université. Il pensait que le système allait beaucoup plus facilement récupérer ce qui est violent. Et par contre, la non-puissance, ça c'est difficile à récupérer. La non-puissance, c'est la capacité de faire, et notamment de faire avec la violence, capacité de faire des choses, et le choix de ne pas le faire, sans chercher une efficacité à tout prix, parce que c'est pas forcément efficace la non-puissance. La non-violence peut être efficace. Et c'est pourquoi il préfère la non-puissance à la non-violence, parce que l'efficacité est la valeur suprême de la mentalité technicienne, et la non-violence peut être une méthode très efficace, et donc si ça devient efficace, ben on va devenir non-violent, et puis si un jour la violence semble plus efficace, on va redevenir violent, alors que si on est non-puissant, ben on renonce à l'efficacité. Évidemment, inaudible, à l'époque comme aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être audible, il s'agit d'être dans la non-puissance, c'est-à-dire d'être dans la posture la plus contraire à la pente technicienne, à la société technicienne.
Frédéric, c'est quand même assez curieux, puisqu'au final, on a un subversif chrétien et quelqu'un qui est proche des anarchistes, tout en étant toujours chrétien. Alors si on interroge quelqu'un comme Stirner, comme je l'ai fait ce matin, c'est impensable. Dès que pour l'État ça va bien, pour la religion, impensable. Pas que pour Stirner. Il y a un mouvement anarchiste qui flirte avec le christianisme, mais c'est très très marginal, c'est très borderline, c'est très minoritaire. Même parmi les anarchistes qui le sont déjà. Alors, il a écrit un livre, Ellul a écrit un livre en 88, un peu après, 20 ans après, qui s'appelle Anarchie et christianisme, qui publie dans je suis un éditeur anarchiste, atelier de création libertaire, et à Lyon, et donc chez un éditeur anarchiste pour faire connaître le christianisme selon sa propre lecture aux anarchistes, pour montrer aux anarchistes que le christianisme c'est pas du tout ce qui... Une sorte de réconciliation. Une sorte de réconciliation entre chrétiens et anarchistes, à condition de considérer la foi chrétienne comme une posture anarchiste. Une lecture anarchiste de la Bible, très originale, et une posture anarchiste chrétienne, alors assez proche de Tolstoï. D'accord. Et c'est ce qui joue un peu le Kierkegaard aussi. Est-ce qu'il refuse la religion institutionnalisée au profit d'une redécouverte du message chrétien du christianisme? C'est ça, hein? Totalement. D'accord. Alors ça, c'est plutôt dans un autre ouvrage qui s'appelle La subversion du christianisme, qui est... Ellul est lecteur de Kierkegaard. Absolument. Ouais, c'est ça. Il le cite, et quand il ne le cite pas, il est quand même très bon. La subversion du christianisme, il le cite beaucoup, mais il y a des pages entières où il ne le cite pas, et c'est du Kierkegaard. C'est la tension entre christianisme et chrétienté. Donc, et lui dit que Kierkegaard est un anarchiste chrétien. Je ne suis pas sûr que Kierkegaard aurait été d'accord. Mais voilà, il le cite donc parmi des anarchistes chrétiens. Et il se situe dans cette perspective-là, qui est effectivement très marginale, très originale, mais c'est la sienne. Et par rapport à Mounier, qui aussi a écrit un livre sur le christianisme, l'anarchisme, je ne sais plus trop quoi, et qui cite Kierkegaard, et qui oppose aussi, comme Maritain, christianisme et chrétienté. Est-ce qu'il y a un lien, ou est-ce que c'est juste... Il y a non seulement un lien entre Ellul et Mounier, mais il y a aussi un clivage, un clash. Donc il y a eu un lien au départ, puisque Ellul est né en 1912, dans les années 30, il avait la vingtaine, jeune, déjà chargé de cours en droit, et à ce moment-là, il a fréquenté les milieux personnalistes, autour d'Esprit, à partir de 33, 34, il avait 20, 21, 22 ans, et il a adhéré à ce mouvement, et puis en 1937, il est allé voir Mounier, avec Bernard Charbonneau, son ami, ils sont allés tous les deux de Bordeaux à Paris pour rencontrer Mounier, puis ça a été le clash. Et donc, alors, pour des raisons qu'il faudrait avoir tout le temps pour expliquer, mais en tout cas, il est très proche de certaines intuitions du personnalisme de Mounier, mais il était plus proche de la revue Ordre Nouveau que de la revue Esprit, c'est-à-dire une revue plus protestante que catholique, plus pratique qu'intellectuelle, moins parisienne, moins centralisatrice, donc moins catholique et moins parisienne, ce qui veut dire la même chose, quoi, c'est sûr. Voilà. Pour une Mounier trop catholique, trop centralisateur, trop intellectuel, pas assez révolutionnaire au sens pratique de ce qu'on peut faire au niveau des petits groupes de résistance, et puis ne laissant pas assez de place à la province et aux groupes locaux. Et puis, il militait pour une fédération de groupes locaux comme les groupes Esprit, mais les groupes Esprit étaient... Ce n'est pas vraiment une fédération, c'est des groupes reliés, mais voilà, on attendait la revue Esprit pour pouvoir entendre la parole du maître. Voilà, c'était ça qu'il reprochait à Mounier. Donc ça a clashé en 1937, mais il est resté quand même assez personnaliste dans sa pensée. Et après, quand Emmanuel Mounier a publié en 1946, juste après la guerre, La petite peur du XXe siècle, il ne cite pas Ellul et Charbonneau, mais ils sont là visés ici plus Bernanos et cet anglais. Il cite les anti-techniques, les critiques à l'égard de la technique. Mais il ne cite pas Ellul et Charbonneau, mais c'est sûr qu'il les a en ligne de mire. Donc il y avait le clivage sur le parisianisme et le catholicisme de Mounier, et sur la critique de la technique, qui a été une pierre d'achoppement aussi. Ruskin, voilà, le chercheur Ruskin.
est-ce qu'on pourrait identifier ce geste de finalement transformer le christianisme en moyen de bonheur, disons? Est-ce que ça renverrait à l'histoire du christianisme en général et de sa réception, ou est-ce que ça lirait par exemple, je sais pas, à la théologie libérale ou quelque chose de plus précis, ou est-ce que c'est jamais fou? Alors, dans la subversion du christianisme, donc un ouvrage de 84, Ellul montre que selon lui, le christianisme n'est pas une idéologie du bonheur, n'est pas une morale, mais c'est un message subversif à l'égard de tous les ordres politiques, sociaux, économiques, militaires, religieux et moraux. Et donc c'est un message de subversion, une remise en question de tous les ordres, et que ce christianisme subversif a lui-même été subverti au cours de l'histoire, donc il montre chapitre après chapitre à quel moment la subversion est venue. Pour ce qui concerne le bonheur, c'est arrivé au XVIIIe siècle. Pour ce qui concerne la violence, c'est arrivé très tôt avec les croisades. Pour ce qui concerne le statut de la femme, c'est arrivé aussi avec Saint Augustin, etc. Il montre comment ce qui était subversif a été subverti au long des siècles. Et puis à la fin du livre, il invite son lecteur à assurer la subversion de la subversion de la subversion, c'est-à-dire à revenir à ce qu'il considère comme le pur évangile, c'est-à-dire un message de subversion. Et donc c'est donc une subversion du message. Donc on a fait des béatitudes un message eudémoniste, ce qui, selon la lecture de Jacques-Ellul, est un contresens complet. Chouraki, par exemple, a traduit Makarioi, donc traduit par bienheureux ou par heureux, l'a traduit par en marche, parce que c'est la race. André Chouraki a retraduit la Bible en faisant dans le Nouveau Testament une retraduction, un retour à la racine hébraïque, donc soit araméenne ou hébreu. Or, ce qu'on traduit par heureux dans le Nouveau Testament, ça vient d'une racine qui signifie se mettre en marche, se mettre en route. Donc ça n'a rien à voir avec le bonheur. C'est une mise en route. Donc les béatitudes, on en a fait quelque chose de béat, voilà, d'une aspiration à un bonheur béat, alors que c'est une mise en route, une mise en marche très exigeante. Et Chouraki et Ellul étaient aussi très liés. Merci beaucoup. D'autres questions? Merci. Merci à vous vraiment. Merci à tous d'être venus, d'avoir posé des questions. Voilà. Merci à toi, Johan, pour l'organisation de la journée. Voilà.